Vincent Hugeux, bonsoir. Vous êtes grand reporter, enseignant à Sciences Po, spécialiste de l'Afrique. Alors on l'a appris, à nouveau 2 soldats tués samedi soir au Mali, et ce alors que lundi dernier, 3 autres également ont été victimes de ce qu'on appelle des EID. Ce sont des engins explosifs improvisés. On parle encore de bombes artisanales. De quoi s'agit-il, Vincent Hugeux? Ce sont des mines qui jonchent les pistes un peu partout au Mali? Alors oui, pour l'essentiel, ce sont effectivement des mines artisanales. Alors attention, ce n'est pas du bricolage, ce sont des engins extrêmement puissants dont l'effet est dévastateur. Alors effectivement, ils parsèment en quelque sorte les pistes les plus fréquentées, notamment à la proximité de ce qu'on appelle la fameuse zone des 3 frontières, aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Et ils peuvent être actionnés soit par pression, le véhicule roule, explosion instantanée. Mais alors, ça peut sauter aussi bien sur des militaires que sur des civils qui sont en pick-up et qui roulent, quoi. Parfaitement. C'est-à-dire que parmi les victimes, vous avez bien sûr les cibles prioritaires des djihadistes, à savoir les militaires français, les militaires africains qui combattent à leur côté, mais également des civils. Un autocar qui transporte des civils maliens, nigériens, burkinabés de tel point à tel point, il peut également sauter sur ce type d'engin. Et j'ajoute qu'en termes de sophistication, ce sont bien sûr des engins qui peuvent aussi être déclenchés à distance. Par exemple, avec des téléphones portables, c'est une technique classique qui a effectivement été utilisée. Le scénario est le même ce dernier jour, lundi dernier, et même en septembre, un peu plus au nord, à Tessalit, près de la frontière algérienne, où 2 autres soldats français du dispositif Barkhane avaient également été tués. J'ajoute un point, c'est qu'on peut se demander, au fond, il y a des véhicules, on parle de véhicules blindés légers, les fameux VBL. Oui, blindés, mais légers. Si vous voulez, il y a souvent, sur ce type de véhicule, ce qu'on appelle un tapis anti-mine, c'est-à-dire un renforcement métallique assez épais qui doit théoriquement amortir au moins la déflagration. Mais véhicule blindé léger, assez vétustes. D'ailleurs, la ministre des Armées semblait le reconnaître elle-même dans un entretien accordé ce matin aux Parisiens. Et donc, ça ne suffit pas, évidemment, à protéger ceux qui... Ça pose la question de l'équipement des militaires. L'attentat de lundi dernier, je ne sais pas si on peut parler d'un attentat, en tous les cas, l'attaque qui a fait 3 morts, a été revendiquée par une branche d'Al-Qaïda qui dénonce, je cite, l'occupation française au Sahel et les caricatures de Mahomet. Vincent Hugeux, après 7 ans de guerre, comment l'armée française est-elle perçue au Sahel? Est-ce que nous sommes des libérateurs ou bien non, une armée d'occupants, quoi? Alors, d'abord, dans la rhétorique, dans la logomachie des différentes mouvances djihadistes, vous avez toujours le même discours. C'est-à-dire, il faut absolument que les forces impies étrangères partent, et en l'occurrence, pour le Mali, pas seulement le dispositif Barkhane, mais aussi ce qu'on appelle la MINUSPA, c'est-à-dire la mission des Nations Unies qui est déployée dans le pays. Ensuite, il y a la critique récurrente, rituelle, par rapport à la posture française en termes de liberté d'expression. Il y a des caricatures. Et puis, vous avez très souvent aussi un autre élément qui intervient, c'est le traitement ostracisé, prétendument imposé aux musulmans de France. Enfin, voilà, est-ce que ça prend, ce discours? Alors, il faut se méfier de l'effet de loupe de certaines manifestations spectaculaires qu'on a vues par exemple à Bamako avec des slogans anti-français extrêmement radicaux, avec des drapeaux bleu, blanc, rouge brûlés en place publique, etc. C'est un phénomène qui en général est très palpable dans les capitales et notamment dans une certaine frange de l'intelligentsia. Mais au fond, ce que j'ai pu observer dans mes reportages, c'est que plus vous approchez des zones où le danger est permanent, plus les Français sont bien et plus vous éloignez de la capitale, moins ce sentiment anti-français est palpable. Cela dit, les militaires eux-mêmes le reconnaissent. À partir du moment où vous restez longtemps, vous êtes une force d'occupation, perçue comme telle en tout cas par certains, étrangère, il y a toujours, évidemment, un boulevard qui est ouvert pour ce type de rhétorique. Et à l'inverse, Vincent Hugeux, est-ce que les terroristes, ces organisations terroristes, arrivent à recruter? Dans quel cas, c'est un puissant fond? Parce qu'alors, on neutralise quelques terroristes, mais il en apparaît le double ailleurs. Alors, précisément, ça, c'est un aspect qui est trop peu exploré, me semble-t-il, dans les analyses en France. C'est qu'on part du principe, qui n'est pas totalement inexact, que tout ça se fait sous le mode de la coercition, de la brutalité et de la violence. Violence abjecte, et on en a eu un témoignage au même moment, puisqu'il y avait une centaine de villageois au Niger voisin qui ont été massacrés. Pourquoi? Parce que 2 jeunes miliciens d'une sorte de groupe d'autodéfense avaient eu le malheur de neutraliser, puis effectivement d'achever à la machette des guetteurs qui travaillaient pour les djihadistes. Représailles instantanées, une centaine de motos, 100 civils massacrés. Bon. Donc ça, c'est pour simplement rappeler la violence. Alors, maintenant, pour revenir à votre question... Oui, sur est-ce que elles ont un pouvoir d'attraction, ces mafias terroristes? Est-ce qu'on peut parler de mafia quelque part? Ce qui est important, c'est que, donc, je disais,
effectivement parfois violence extrême, donc la peur des représailles, une sorte d'asservissement par la brutalité. Mais ce n'est pas que ça. Si vous prenez l'une des deux grandes matrices djihadistes du Sahel, vous avez il y a l'État islamique d'un côté, avec ce qu'on appelle l'État islamique au Grand Sahara, IGS, et puis il y a surtout ce qu'on appelle le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est une filiale d'Al-Qaïda. Eh bien, ces gens-là sont dominés par des locaux. Ce sont des gens qui sont en quelque sorte incrustés dans le tissu social et qui, au-delà effectivement de la coercition, de la menace, de la violence, peuvent procurer à des populations négligées, abandonnées, méprisées par des capitales lointaines, peuvent procurer des services publics. Ah oui, des services publics, carrément. De la santé, de l'éducation, alors certes très connotée, etc. Et si vous voulez, c'est ça le vrai drame, c'est que vous pouvez libérer laborieusement un groupe de villages à tel endroit, mais si vous n'avez pas derrière un semblant d'État, une gouvernance suffisamment crédible pour aller instaurer une sous-préfecture, un dispensaire, un petit hôpital, une école fonctionnelle, etc., ça ne sert à rien. Et donc, dernier paradoxe qui est quand même assez frappant, c'est que dans certains coins du Mali, par exemple au centre du Mali, eh bien, les djihadistes jouent un rôle de médiateur, de régulateur des conflits locaux entre, par exemple, les pasteurs et les agriculteurs. Alors, conflits ancestraux qu'ils instrumentalisent évidemment à leur profit, mais ils apparaissent aussi, oui, comme des acteurs d'une sorte de justice immanente et terrestre. On est là depuis 7 ans. On devait y rester, je crois, très peu de temps au début, quand l'armée française. On est là encore pour combien de temps? Est-ce qu'on peut se poser la question? Il y a l'opposition, Jean-Luc Mélenchon, qui dit mais il faudrait quand même qu'il y ait un débat au Parlement pour savoir ce qu'on fait au Mali et la feuille de route, quoi. On est là pour combien de temps? Est-ce qu'on peut gagner cette guerre et plier bagages? La question est légitime, la réponse est désespérante. C'est-à-dire qu'on est dans un dilemme de la tragédie classique. La France ne peut ni partir brusquement, ni rester indéfiniment. Pourquoi elle ne peut pas partir brusquement? Parce que c'est évidemment une reddition en race campagne, c'est le triomphe de la logomachie djihadiste qui en fera son miel pendant des années. Et un facteur d'ailleurs de recrutement pour revenir à la thématique qu'on évoquait avant. Donc c'est pour ça que moi je considère qu'il y a des batailles qui sont remportées. Effectivement, vous avez à tel endroit un cerveau, un stratège, un artificier neutralisé, comme on dit dans le jargon militaire, liquidé, soyons clairs. Vous avez par exemple là une chaîne logistique qui a été ébranlée, désorganisée par une action particulièrement efficace. Mais si vous voulez, on gagne des batailles, on ne peut pas gagner la guerre. La guerre est ingagnable en l'état. Est-ce qu'on ne nous raconte pas des histoires quand on nous dit oui, c'est très important qu'on soit au Sahel parce qu'en faisant la police là-bas, on se protège nous-mêmes, sinon nous aurions les terroristes en Europe. Est-ce qu'il y a un lien automatique entre ce qui se passe au Sahel et notre sécurité intérieure? On a l'impression qu'on justifie ainsi cette guerre qu'on n'arrive pas à terminer. Alors là encore, question légitime, parce que au premier degré, les attentats, y compris les attentats au nom du djihad, qui sont perpétrés en Europe, et notamment en France, ils ne sont pas par des Maliens, des Nigériens, etc., des Tchétchènes, etc. Cela posé, c'est vrai que ce combat pour empêcher l'instauration d'un califat, d'une sorte d'émirat islamique qui pourrait, au mépris des frontières, embrasser toute la zone sahélienne, ça c'est un combat qui va très au-delà du règlement des arriérés post-coloniaux de la France d'hier. Non, c'est un enjeu pour tout le monde. Et d'ailleurs, on dit souvent que les Français sont absolument seuls, que nos partenaires européens ne font rien. C'est faux. Ils ne font pas assez. Ils sont venus trop tard, mais dire que les Européens ne font rien, c'est inexact. Et même les Américains, regardez, vous avez toutes les rodomontades à la Trump sur le thème « on se désengage, c'est terminé », etc. Au jour le jour, la coopération entre Français et Américains, en termes de renseignements partagés, en termes de ravitaillement en vol, de logistique et de transport, elle n'a jamais cessé de fonctionner. Est-ce qu'on pourrait envisager de retirer les soldats au sol et de continuer la guerre uniquement avec des drones et les avions de chasse, sans danger, propre? Ça, autre illusion lyrique, l'idée que la supériorité technologique et la maîtrise absolue du ciel suffit. Non, on s'aperçoit que le renseignement humain, dans un conflit de cette nature, guerre asymétrique, avec une conflictualité tout à fait nouvelle, si vous n'avez pas de renseignement humain, vous êtes aveugle. Merci beaucoup Vincent Huget, donc grand reporter, professeur, enseignant à Sciences Po. Et puis je précise que mercredi prochain sort un ouvrage collectif auquel vous avez participé, intitulé, on va le voir à l'écran, voilà, Géopolitique, comprendre les factures du monde contemporain. C'est aux éditions Fouché. Merci. Vous restez avec nous. Tout de suite, Caroline Roux, C'est dans l'air, qui revient sur les vaccins. Pourquoi la France n'y arrive-t-elle pas ?